kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Momar Thiam, bonjour. Bonjour Bayoumar. Vous êtes conseiller en communication, président du groupe HEIC, Haute Études en information et communication. C'est encore un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est un grand plaisir d'être sur ce plateau d'Objection, un grand plaisir de m'adresser aux compatriotes et à l'ensemble du peuple sénégalais à travers votre radio, qui est une institution. Merci beaucoup. Alors Momar Thiam, c'est connu, c'est officiel puisque le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs qui consacrent l'élection de Bassirou Diomaye Faye avec 54,28% contre ses autres rivaux. Je parlais donc de Amadouba d'abord avec 35,79%. Le troisième, le candidat du PUR qui a 2,80%. Les autres, le reste, Momar Thiam. Après de moultes péripéties, des images qui consacrent la République, une démocratie qui était remise en cause et finalement, aujourd'hui, cette démocratie est considérée comme un symbole, comme une référence, oui, une spécificité finalement sénégalaise. Mais comme vous l'avez dit, on a quand même assisté à pas mal de péripéties pour arriver justement à cette scène dont vous parlez, à savoir le président de la République sortant, M. Macky Sall, qui reçoit le président élu, Diomaye Faye, puisque le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, en compagnie de son mentor, si je puis m'exprimer ainsi, Ousmane Sonko. Quelle péripétie, beaucoup de péripéties. La démocratie au Sénégal a été secouée, a été malmenée par des pratiques. Je vous parler des libertés publiques, par exemple, le droit de manifester qui est inscrit dans la Constitution, il faut juste une déclaration, alors qu'on a vu que autant la société civile que les partis d'opposition qui appelaient à manifester se sont refusés ce droit de manifester. Ensuite, vous avez à côté tout ce qui s'est passé autour de ces jeunes qui sont emprisonnés à tort ou à raison et qui attendaient d'être jugés. Et heureusement qu'il y a cette loi d'amnistie qui a participé à leur libération. Vous avez aussi des leaders de l'opposition qui se sont retrouvés en prison. Je veux parler de Ousmane Sonko, puisque c'est le plus emblématique. Je veux parler de Bassirou Diomaye Faye, aujourd'hui, qui est devenu président de la République. Et tous ces balbutiements ont participé à craqueler un tout petit peu la démocratie sénégalaise qui, jusque-là, servait de référence dans la région, pour ne pas dire au niveau africain. Aujourd'hui, que tout cela s'est calmé un tout petit peu, puisque l'élection a consacré la victoire de Bassirou Diomaye Faye. On a même l'impression que c'est comme un référendum, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous citez les chiffres, 54,5 ou je crois 54,28% pour M. Bassirou Diomaye Faye et 35,79% pour Amadouba. Et si vous regardez tout le reste des autres candidats, les 15 ou les 16, ils sont en deçà de 5%. Et c'est quand même quelque chose d'inédit. On a l'impression qu'on est dans un référendum, que cette élection présidentielle a eu une tournure de référendum pour ou contre la continuité, pour la rupture et contre la continuité. Finalement, c'est le candidat déclaré anti-système finalement, c'est le candidat déclaré anti-système, puisqu'on le qualifie ainsi, qui a gagné haut la main. Et au premier tour, parce que pour la première fois au Sénégal, une alternance s'est faite au premier tour. Et un véritable raz-de-marée finalement. Un véritable raz-de-marée, parce que si on regarde bien par rapport au taux de participation, 61,5% il me semble, hein, dans ces 61,30%, qui est un tout petit peu inférieur au taux de participation en 2019, qui a consacré la seconde victoire de Macky Sall pour un second mandat, qui avait reçu, je crois, 58%. Mais je veux dire, pour un taux de participation de 61%, gagné avec presque 55%, c'est quand même un rouleau compresseur. Donc forcément,
on est amené à croire que c'est le peuple sénégalais a fait un vote utile. Parce que sur 19 candidats, vous avez 2 qui sortent du lot. Et le reste, quand même, excusez-moi du terme, à des miettes. Le troisième, c'est le candidat du PUR, M. Dia, qui a 2, quelques %, je crois. 2,80%, suivi de Khalifa Sall, et ainsi de suite. Et même une petite percée, une percée timide d'une candidate qu'on ne voyait pas là, qui est Anta Babacar, qui a quand même obtenu, je pense, 1% de l'électorat, ce qui n'est pas mal pour une première participation. Et une femme battante, qui a quand même montré de quoi elle est capable pour un premier essai. Et j'espère que cet essai peut se transformer pour les jours à venir. Maintenant, cette campagne, cette élection est un tout petit peu inédite. Inédite en ce sens qu'on a quand même, avant cette élection, toute une période de balbutiement, de craquement de notre démocratie à travers ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Et ensuite, il s'en est suivi des hésitations ou quelquefois même des manœuvres de la part du pouvoir. Je veux parler de là quand le président Macky Sall a pris le décret abrogeant, le décret qui convoquait le corps électoral. On a cru au moment que cette élection serait reportée. On a même pensé à la date du 2 juin. C'est-à-dire 3 ou 4 mois après. Et c'est le Conseil constitutionnel qui est venu confirmer la date qu'il avait avancée dans ses dernières décisions. Et c'est aussi un chapeau, il faut tirer un chapeau bas pour le Conseil constitutionnel qui a été très décrié pendant la période préélectorale et qui aujourd'hui a fait montre quand même d'une rigueur, a fait montre quand même d'une volonté de respecter les textes, mais cela aussi, il le doit aussi à un peuple sénégalais qui s'est mobilisé, à la société civile qui s'est mobilisée, sans oublier les universitaires. Et je vous parle surtout des universitaires qui sont dans les facultés des sciences juridiques, économiques et politiques, qui se sont mobilisés, qui ont fait des... C'est tout un peuple dans sa diversité. C'est tout un peuple dans sa pluralité. Oui, qui a dit non. Qui a dit non. Oui, qui est resté debout. Et finalement, le président de la République s'est rendu à la raison et a proclamé cette date. Et ça a donné le résultat que ça a donné. Oui, le résultat, justement, qui est sorti des urnes a été l'œuvre de tout un peuple qui est sorti avec le taux de participation, quoi qu'on puisse dire, élevé, avec cette mobilisation de la population. Oui, quel en est le symbole finalement? Mais d'abord, permettez-moi quand même de soutenir l'idée selon laquelle, et ma conviction est faite que si on n'était pas en période de Ramadan, ça se trouve, la mobilisation, le taux de participation serait peut-être un tout petit peu élevé. Parce que si vous regardez très bien la dynamique du vote, c'est surtout posé dans la matinée. C'est-à-dire les gens, après s'être réveillés pour manger un tout petit peu après la prière, les électeurs sont allés envahir les bureaux de vote. Directement. Dans l'après-midi, on avait l'impression que le rush a été un tout petit peu plus timide, parce que quand même, on a une période de Ramadan, les gens sont un peu fatigués, et d'autres se sont dit certainement, bon, le tour est joué, parce que la mobilisation s'est faite ce matin, donc c'est peut-être pas la peine que je me lève pour aller voter. Soit. Mais cela dit, alors imaginez qu'on soit dans une période qui n'est pas la période du Ramadan, et qu'on ne ferme pas les bureaux de vote à partir de 18h, parce que souvent c'est les préfets qui prennent des arrêtés pour prolonger quand même la période de vote. Mais regardez ces files d'attente qu'il y avait dans certaines régions, dans le Baol et notamment à Touba, où des centaines de personnes n'ont pas pu voter parce que les bureaux de vote étaient fermés, mais aussi dans d'autres régions. Alors toutes ces personnes-là qui étaient dans une attente de vote, alors si ces personnes participaient au vote, on aurait eu quand même un taux de participation assez élevé. Maintenant, quelle est la symbolique de tout cela? Qu'est-ce qu'il faut lire à travers tout cela? C'est d'abord la maturité du peuple sénégalais et particulièrement des électeurs. L'électeur sénégalais est devenu majeur. L'électeur n'a plus besoin d'avoir un réflexe partisan, un réflexe idéologique, l'appartenance à un parti ou à une station politique, ou une croyance aveugle à un homme pour dire je vote pour lui. L'électeur de Boubacar Camara ou l'électeur de Khalifa Sall ou même l'électeur de Benno Bokk Yakaar s'est dit à un moment donné, il vaut mieux ne pas disperser les voix parce qu'aujourd'hui,
qu'est-ce qui se pose comme problématique politique? Vous avez le candidat du pouvoir qui s'inscrit dans la continuité. Et vous avez le candidat anti-système, tel que c'est caricaturé, qui dit non, nous, on est dans une rupture. Pas dans une rupture totale, mais peut-être dans une rupture partielle pour tout ce qui concerne la pratique de la chose politique. Et beaucoup l'assimilent à la fin de l'école senghorienne. C'est-à-dire une génération finissante face à une jeunesse non seulement qui prend date, mais qui a rendez-vous avec l'histoire. Mais c'est une génération aujourd'hui qui est en phase avec son temps. J'ai l'habitude de dire que cette génération, jeune y compris, n'est plus réceptacle de la chose politique, mais plutôt acteur de la chose politique. Vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui adhèrent à des partis politiques ou à des mouvements politiques qui n'ont pas une culture politique comme cela se pratiquait avant. C'est-à-dire juste après les indépendances, appartenir à un parti, faire l'école du parti et avoir un positionnement politique de gauche ou de droite, du centre, etc. On n'a pas parlé du Parti socialiste, on n'a pas parlé du Parti libéral, on n'a pas parlé des partis de gauche, on a parlé d'un bloc qui est le bloc du pouvoir, à savoir Benno Bokk Yakaar, qui est même hétéroclite, et vous avez un bloc qui est le bloc de l'opposition et qui est plutôt dans ce qu'on appelle l'antisystème. Ni compromis, ni compromission. Et ces deux blocs qui se sont affrontés, et évidemment, compte tenu des enjeux qui se jouent sur les questions de bonne gouvernance, sur les questions de l'emploi des jeunes, sur les questions de santé, sur les questions même de sécurité, parce que compte tenu de cette ceinture d'insécurité qui nous entoure aujourd'hui avec ce qui se passe dans les pays limitrophes, mais compte tenu aussi des libertés, notamment la liberté d'expression, dans le registre liberté de manifester. Tout cela a fait que l'électeur qui est devenu majeur aujourd'hui n'a eu qu'un seul réflexe, c'est de dire je ne vais pas manifester pour me faire tirer dessus, je ne vais pas manifester pour me faire bastonner, je ne vais pas crier dans les rues pour perdre mon temps au risque d'être attrapé ou d'être amené à la police. J'ai mon bulletin de vote et j'attendrai le jour J, ça prendra le temps que ça prendra, et je dirai non à cela. Parce que je suis contre l'injustice, je suis contre la malgouvernance, je suis contre le non-emploi des jeunes ou des politiques d'emploi qui jusque-là n'ont pas fait leur preuve, etc., etc. On va revenir justement sur les engagements du candidat vainqueur, mais analysons toujours la forme telle qu'elle se dessine. Aujourd'hui, oui, le peuple sénégalais est un peuple qui a l'habitude de répondre au rendez-vous du vote. S'agit-il finalement d'une révolution, ce qui s'est produit au soir du 24 mars? Mais une révolution, en général, quand on parle de révolution au sens strict du mot, au premier degré, on pense tout de suite à chasser tout un système, le remettre en cause, même dans ses fondements, et amener quelque chose de neuf. C'est le cas? Si on raisonne de cette manière, évidemment, on est dans une dynamique plus ou moins révolutionnaire, mais au premier degré. Au premier degré, pas révolutionnaire parce que on va exécuter ce qui était là au pouvoir, on va prendre le roi comme ça s'est fait en France avec la révolution de 1789, etc. Mais non, c'est une rupture, c'est dire non à la pratique du pouvoir, à la pratique politique qui jusque-là a montré des limites, avec un clientélisme politique croissant, avec, si vous voulez, une perception de la politique qui ressemble beaucoup plus à un métier qu'à une véritable mission, parce que la politique, c'est une mission de service public. Et tout cela, les électeurs, dans la grande majorité, ont dit non, on va revenir aux bases, aux fondamentaux de la politique. Oui. Servir une république, servir un pays. Et c'est d'ailleurs, c'est dans ce sens que je dis que la victoire de Bassirou Diomaye Faye n'est pas uniquement la victoire du PASTEF ou de l'ex-PASTEF dissous, c'est la victoire non seulement du peuple sénégalais, c'est la victoire de ceux qui ont, à un moment donné, dit non à la pratique politique telle que ça se faisait jusque-là. Et cela, quand même, nous donne des devoirs, mais nous donne aussi des prérogatives, mais aussi nous donne des responsabilités. Je veux dire par là, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit parfait dans ce que va faire les nouvelles autorités. Oui. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout ce qui doit être fait revienne à ces autorités. Il faut que chaque Sénégalais, dans son entièreté,
et imbu d'une citoyenneté grandissante et imbu d'une responsabilité qu'il a traduit dans ce vote-là, participe à cet effort de rupture, si on peut l'appeler comme ça. Pas de reconstruction, parce que quand même, il y a des choses qui ont été faites dans ce pays. Même d'alternatives. C'est dire, excusez-moi, c'est être en droite ligne de ce que disait le président Kennedy. Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour ce pays. Oui, justement, cette citation de Kennedy, finalement, Momar Thiam, ça suppose quelque part qu'un produit a été proposé et acheté finalement parce que ce produit a été attrayant et ce produit a été l'œuvre finalement d'un parti dénommé PASTEF, mais à la tête duquel il y a eu un leader qui s'est justement manifesté au gré des circonstances. Ce parcours qu'a connu PASTEF dans sa trajectoire avec un leader incarné, comment finalement avez-vous apprécié le parcours de ce parti, de cet homme, Ousmane Sonko, finalement? D'abord, il faut se situer dans le temps. Le PASTEF, en tant que tel, est né en 2014. 2014. Alors, il y a un long chemin qui a été parcouru entre 2014 et 2024, 10 ans. Cela veut dire que ceux qui ont fondé le PASTEF, Ousmane Sonko, Malick Ndiaye, pour ceux que l'on connaît, et Bassirou Diomaye Faye, quand même, ont eu quand même... Mais c'est toute une équipe finalement. Toute une équipe. Un team, hein, oui. Ont eu quand même à travailler non seulement les fondamentaux, c'est-à-dire les soubassements de leur message politique, mais à partir du moment où ils ont été confrontés à la résistance d'un pouvoir, ils ont su s'adapter. Et c'est d'ailleurs là tout leur mérite. Parce que quand même, il faut reconnaître une chose. Ces personnalités du PASTEF, même ceux que l'on ne connaît pas, ont quand même subi pas mal de choses. Les emprisonnements, les brimades, les procès à l'emporte-pièce, les convocations à la DIC, la dissolution du PASTEF, etc. C'est dire qu'ils ont du mérite. Et tout cela, ça a été un combat politique qu'ils ont porté, et j'ai l'habitude de le dire, sans compromis ni compromission. Parce qu'on se souvient que le président Wade, après 26 ans d'opposition, est arrivé au pouvoir, mais le président Wade a quand même fait 2 entrées dans le gouvernement de Diouf, de l'entrisme. Ce qui n'a pas été le cas chez les membres du PASTEF. Et ça se trouve, quand le président Macky Sall, après son premier dialogue politique, appelait quand même à un gouvernement d'union nationale, mais certainement, le PASTEF aurait pu dire, moi pour connaître, moi PASTEF, avec ce qu'on représente aujourd'hui, puisque la mayonnaise commence à prendre, il faudrait quand même qu'on soit au contact du pouvoir de l'intérieur pour connaître un tout petit peu le mode de fonctionnement de l'État. Mais ils ne l'ont pas fait. La plupart sont d'éminents technocrates ou quelquefois même des serviteurs de la République que des gens peut-être ne connaissent pas, qui sont logés dans de grandes institutions et qui ont l'esprit PASTEF, qui ont cette culture PASTEF, si je peux l'appeler comme ça. Ni compromis, ni compromission. Ce qui est devenu finalement un esprit. Exactement, c'est un esprit. Oui. C'est cet esprit-là peut-être qui les a guidés, qui leur a donné de la force et l'énergie nécessaire de résister jusque-là, jusqu'à arriver à avoir le pouvoir, et c'est tout mérité. À titre comparatif, d'habitude, on voyait ce genre de réflexe de combat à l'intérieur d'une idéologie. Mais ici, il n'en est pas une. C'est un regroupement de personnes mobilisées pour justement aller à la conquête du pouvoir. Expliquez-nous cette pédagogie, c'est-à-dire ni idéologie, mais plutôt bâtie sur des principes souverainistes et patriotiques qui a fini par donner ces résultats. D'ailleurs, c'est tout leur mérite. C'est-à-dire, ils auraient pu se situer dans une espèce d'idéologie, comme vous le dites, ou dans une espèce d'appartenance idéologique qui flirte avec la gauche, la droite, ou l'extrême gauche, ou l'extrême droite, ou le centre, de ce que l'on connaît en termes d'idéologie. Oui. Mais là, il s'agit quand même de groupes de personnes qui ont fait une analyse, à mon sens, de l'existant politique tel que ça se pratique depuis 5 ans, depuis le début des indépendances jusqu'à aujourd'hui, et qui ont, sur la base de cet existant-là, se sont dit,
sur les questions de malgouvernance, sur la question de la sécurité, sur la question de la santé, sur la question de l'emploi des jeunes, sur la question de la pratique politique, etc., nous avons notre mot à dire parce que ce pays ne peut pas continuer à fonctionner comme ça sur la base d'une clientèle politique qui accapare tout et qui gère tout et quelque part qui relègue aux oubliettes les fondamentaux de la République, pour ne pas dire reléguer aux oubliettes tout ce qui constitue l'administration, qui est le socle même d'un État. Oui. Et là, c'est fort de ce constat-là, à mon sens, peut-être que j'en oublie d'autres, qui se sont constitués en groupe et qui ont fait les réflexions nécessaires pour aboutir à ce projet qu'ils ont présenté aux Sénégalais, alors qu'on a l'impression que ce vote ne s'est pas fait sur la base de programme. Mais ce programme, si vous regardez très bien, M. Ousmane Sonko l'avait déjà présenté quand il faisait son one-man show à la place de l'Obélisque. Donc c'était la vision qui était déjà C'était une vision. Oui, et déclinée. Mais justement, dans le prolongement de la question, ils ne se sont pas adossés sur les idéologies classiques connues qu'on enseigne dans les écoles de Sciences Po, mais justement adossés sur la souveraineté, le souverainisme. Et le panafricanisme. Oui, le panafricanisme, le patriotisme également. Mais apparemment, on n'a pas encore fini d'examiner la question, d'étudier en profondeur. Mais aujourd'hui, ce qui peut apparaître, c'est qu'ils se sont adaptés sous forme de réalisme politique, finalement. Mais vous savez, ils ont eu, à mon sens, une pédagogie explicative de leur démarche. Pourquoi une pédagogie explicative de la démarche? Parce qu'ils s'inscrivent dans le registre du panafricanisme, mais aussi de la souveraineté retrouvée. Raison pour laquelle ils disent d'ailleurs, en termes d'échange, en termes de partenariat avec les autres pays, il faut qu'on traite d'égal à égal, il faut qu'on traite gagnant à gagnant. D'accord? Maintenant, parler de souveraineté, c'est une chose, mais pratiquer la souveraineté dans ces différents démembrements à l'intérieur de la gestion de la chose publique, c'est plutôt un peu plus difficile. Ils ont parlé, par exemple, d'une monnaie, d'une monnaie à la limite, qui se départirait un tout petit peu du franc CFA. Une monnaie locale. D'une monnaie locale. Mais c'est peut-être un ballon de sonde qu'ils ont envoyé, la preuve. On a beaucoup polémiqué là-dessus, mais cela n'a pas retenu les électeurs. Ils ont parlé, par exemple, de la suppression d'institutions qu'ils estiment être des institutions budgétivores. Et ça a eu l'assentiment un tout petit peu de l'opinion. Ils ont parlé aussi... Pour épargner 39 milliards. Pour épargner beaucoup d'argent qui peut servir, entre autres, j'espère qu'on y reviendra, à subventionner les denrées de première nécessité, d'abord, etc. sur l'idéologie, sur la pédagogie donc, de la pratique politique, avec justement le souverainisme, le patriotisme, la lutte contre la corruption. Et oui, s'agit-il du réel politique qui a fini par payer aujourd'hui? Mais vous savez, ils ne sont pas les premiers à le faire. Si vous regardez bien ce qui s'est passé avant que les militaires n'arrivent au pouvoir au Burkina, c'était le cas. Au Bénin, le Patrice Talon, toute sa campagne, il a parlé d'une espèce de souveraineté retrouvée, ou à la recherche de cette souveraineté-là et d'un panafricanisme pour s'inspirer un tout petit peu de tout ce qui se faisait avec l'ancien président Thomas Sankara. Donc ça, ce sont des référentiels aussi qui parlent à l'opinion. Mais je dis que la pédagogie explicative dont a bénéficié ou qu'a mis en place le PASTEF et dans ses différents démembrements, c'est travailler ces questions-là et l'adapter aujourd'hui à un discours qui parle aux jeunes. Et c'est d'ailleurs là le génie communicationnel quelque part de Ousmane Sonko, parce qu'il sait utiliser les mots pour parler de cela aux jeunes et que ça les interpelle directement face à aujourd'hui ce qu'on appelle l'Occident qui se referme un tout petit peu, etc., etc. Et ils ont su utiliser surtout les moyens nouveaux, les supports nouveaux de communication, que sont Internet, que sont les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on disait souvent que c'était le candidat des réseaux sociaux. Mais on s'est rendu compte quand même que la mayonnaise a pris, que tout le monde, je dis même ceux qui sont contre le PASTEF, l'ex-PASTEF dissous, regardez quand même ce que le PASTEF produisait ou ces différents supports produisaient dans les réseaux sociaux. Et quelque part, ça construit une conscience collective autour de ces questions-là et qui en a fait le socle, le socle même de l'élection d'aujourd'hui de Bassirou Diomaye Faye. Le vainqueur Bassirou Diomaye Faye, mais justement dans la trajectoire, à un moment donné, on a senti un rapprochement entre le PDS et le PASTEF. Les deux hommes dans la même trajectoire, finalement identiques ou
mais se sont retrouvés pour ensemble aller conquérir ou bien à la conquête du suffrage. Mais il faut d'abord, là je relève quand même, il faut se placer dans le registre de l'anecdote. Moi je pense que connaissant Wade se retrouve tout peu en la personne d'Ousmane Sonko, de tonitruant avocat et opposant qu'il était. Lui-même, il s'apprécie énormément. Et ensuite, on est en politique. Et la politique, j'ai l'habitude de le dire, n'est pas une science exacte. Quelquefois, ceux qui se rejettent hier peuvent aujourd'hui aller ensemble pour gagner des élections. Wade, en 2000, il était le candidat de la coalition 2000 des partis de gauche. Alors que Wade, c'est un libéral. Aujourd'hui, le PDS, malgré le fait qu'il ait un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, veut aussi avoir son mot à dire dans les joutes électorales parce que prépare peut-être un candidat qui, à plusieurs reprises, a annoncé sa venue, je veux parler de Karim Wade, mais qui n'est jamais là. Il fallait trouver un moyen de ne pas être dans le même schéma qu'en 2019, être dépourvu d'un candidat. Et donc, ils ont joué la carte Ousmane Sonko, et évidemment, cette carte quand même a été gagnante. Ousmane Sonko, même l'ex-Pastef ne pouvait pas refuser de cela, même s'ils sont qualifiés d'anti-système, parce que le PDS a été aussi dans un système de 2000 à 2012. Alors, on peut supposer que c'est une alliance contre nature, mais c'est une alliance politique. Et la politique, c'est aussi saisir des opportunités pour avoir son mot à dire, avoir la parole. Mais tout de même, et en dernière analyse, c'est le peuple finalement qui s'est distingué avec le vote pour Bassirou Diomaye Faye. Mais là, permettez-moi quand même de relever une chose. Malheureusement, les élections au Sénégal, on regarde souvent les résultats, mais on ne décortique pas, on va pas décortiquer les résultats en termes de rubrique. Pour voir aujourd'hui quelle est la part des partisans, des adhérents ou même des militants du PASTEF qui ont voté pour Diomaye, quelle est la part de ceux qui viennent du Parti démocratique sénégalais et quelle est la part de ce qu'on appelle cette majorité dormante, cette majorité silencieuse, excusez-moi du terme. Et là, on pourrait avoir quand même une analyse beaucoup plus exhaustive et de manière scientifique et comprendre comment ce vote pluriel a pu aboutir à la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Justement, de façon empirique, le peuple quand même qui s'est distingué, s'est mobilisé de part et d'autre et dans sa diversité, ce qui a abouti justement à la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Finalement, se pose un duo à la tête de l'État du Sénégal. On parle... Oui, Sonko, moi Diomaye, moi Sonko. Sonko c'est Diomaye ou Diomaye c'est Sonko finalement. Justement, de ce point de vue et dans la perspective de la formation d'un gouvernement, comment justement traiter cette question? Parce que quand même, il y a Ousmane Sonko, il y a Bassirou Diomaye Faye. Allons-nous vers des réformes constitutionnelles ou qu'est-ce qui risque de se passer? Par rapport à cette question, moi, je m'inscris dans deux niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse qui saute aux yeux, c'est de dire d'abord que les médias qui sont friands de sensationnel ont, autour de ce duo, créé un feuilleton, pour ne pas dire une série comme on voit en télévision, avec plusieurs saisons. Évidemment, cette série prend sa source dans ce slogan imagé qui est Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko. Parce que c'est Sonko qui a choisi, en âme et conscience et en toute responsabilité, il a expliqué dans son audio pourquoi il a choisi Diomaye. On dit souvent que c'est Diomaye, c'est la tête pensante même de l'ex-Pastef dissous. Sonko est un leader charismatique. Son image rejaillit forcément sur Diomaye Faye, qui est peut-être un tout petit peu tempéré, mais c'est une analyse au premier degré parce que le personnage... Moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne le connais pas intégralement. D'ailleurs, c'est très difficile de connaître quelqu'un. Je le vois dans ses prestations télévisées, je le vois dans sa gesticulation médiatique, je le vois dans son comportement, dans sa manière d'être avec les gens. Et j'estime que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui dans tout ce qu'il fait, il va doucement, mais sûrement, et qui est dans le registre, comme il le définit lui-même, raisonnable et raisonné. Maintenant, il a été choisi par son mentor, si je puis m'exprimer ainsi, qui est Ousmane Sonko, qui est un personnage charismatique, emblématique, qui s'est battu, à la limite, qui a sacrifié non seulement son statut de fonctionnaire
aux impôts, mais qui a sacrifié une partie de sa liberté parce qu'il s'est retrouvé en prison, mais qui a sacrifié aussi, quelque part, même son image, compte tenu de tout ce qui a tourné autour de sa personne avec l'affaire Sweet Beauty et ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on a l'impression que pour caricaturer, que Sonko a mené la bataille, et au moment de proclamer la victoire, c'est-à-dire de finir l'adversaire, il a mis Diomaye devant comme capitaine et il lui a dit tu tires le penalty. S'agit-il de l'intelligence politique finalement? Mais non seulement c'est une intelligence politique, mais qui est aussi dictée par le contexte politique à ce moment-là, puisque lui, parce que Sonko était en prison et il se posait la question de savoir quel est le plan B du PASTEF. Et d'ailleurs, le PASTEF disait tout le temps il n'y avait pas un plan B, il y avait un plan A jusqu'à Y, c'est Ousmane Sonko. Et je veux dire, d'un point de vue didactique, d'un point de vue même communicationnel, c'est bien joué, parce qu'on ne les a pas vus venir. On avait l'impression qu'à partir du moment où ils désignaient un candidat, tout de suite, ce candidat pouvait avoir des problèmes, puisqu'il pouvait recevoir les foudres du pouvoir en place. Ils l'ont joué intelligemment. Maintenant, ça c'est le premier registre, c'est-à-dire que c'est les médias qui construisent un tout petit peu l'opinion, c'est connu, qu'on appelle les chiens de garde. Ils construisent l'opinion autour de ce feuilleton-là. Sonko Diomaye, Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye, est-ce qu'il va être Premier ministre, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il va lui faire de l'ombre, etc. Quelle sera sa place, etc. On n'en est pas encore là. Ça, c'est le premier registre. Et ça, c'est le côté ludique. Maintenant, d'un côté politique, évidemment, la question se posera. Sonko a été un faiseur de maire. Il a été un faiseur de député. Aujourd'hui, il est faiseur de roi, il est faiseur d'un président de la République. Donc, forcément, et de manière inéluctable, on ne peut pas départir, on ne peut pas le sortir par la petite ou par la grande porte de cette dynamique qu'est aujourd'hui la victoire de Diomaye Faye. Donc c'est aussi sa victoire. Par rapport justement au paradigme institutionnel. Mais au paradigme institutionnel, tout dépendra de la place qu'occupera Sonko par la volonté du président Diomaye Faye, parce que le président de la République est la clé de voûte des institutions. Après avoir fait sa prestation de serment, il va falloir nommer un Premier ministre. Donc on dit Sonko peut être Premier ministre. Pour dérouler le projet. Pour dérouler le projet, parce qu'il le maîtrise, il en connaît les différents contours. D'autres pensent qu'il ne faudrait pas qu'il soit Premier ministre, parce que étant le coordonnateur de l'action gouvernementale, étant au front, il risque de faire obstacle, de faire écran au président de la République. Mais cela peut se défendre d'un point de vue médiatique. Mais d'un point de vue politique, à partir du moment où les deux personnages s'entendent sur le modus operandi, et s'entendent comme ils le disent eux-mêmes, parce que c'est d'abord des amis, c'est d'abord aussi des partenaires, et que c'est Sonko qui l'a choisi. Et par la grâce de Dieu, Diomaye est devenu président. Il peut y avoir un gentleman agreement pour savoir comment faire de sorte à ne pas constituer une nuage que Sonko ne constitue pas ce nuage de fumée devant le président Diomaye Faye. Peut-être aussi que ce nuage de fumée constituerait aussi un avantage pour Diomaye qui répondrait beaucoup plus à sa nature, qui est plutôt calme, plutôt en dehors des clichés, en dehors des flashs, et en dehors des caméras ou en dehors même des micros. Cela peut se défendre. D'autres pensent que Sonko ferait peut-être un bon directeur de cabinet. Un directeur de cabinet, c'est comme un secrétaire général de la présidence de la République. Vous n'êtes pas au front, mais vous êtes en back-office. C'est-à-dire que vous êtes à côté du président, vous disposez de l'agenda du président, et c'est vous, en rapport avec le secrétaire général de la présidence, qui organisez un tout petit peu ses activités, et tout aussi passe par vous. Un directeur de cabinet, on peut même l'assimiler plus ou moins à un vice-président. Mais dans la nomenclature de l'administration, c'est quand même le plus proche collaborateur du président de la République. D'autres vous diront, mais ça, ce sont des pronostics, jusque-là, qui ne sont basés sur rien du tout, parce que seul le président de la République, Diomaye Faye, le sait, et peut-être seul Sonko aussi le sait. D'autres pensent qu'il faudrait peut-être attendre le mois de septembre pour dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer des élections législatives et le porter au pinacle, c'est-à-dire avoir une majorité et en faire la seconde personnalité de l'État, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale.
ce sont des hypothèses de travail. Qui évaluerait, contrôlerait l'action gouvernementale. Exactement, exactement. Et je pense que par rapport à la nature intrinsèque de Ousmane Sonko, qui est un tribun, qui est un leader, et qui aujourd'hui a pris goût à la communication, qui connaît les artifices, mais aussi connaît les pièges, et qui aime être au devant de la scène, oui, pourquoi pas. Mais c'est sûr qu'en étant Premier ministre, il participerait à faire un tout petit peu d'ombre, à mon sens, au président de la République. Mais ça, seul le président de la République le sait. Et il ne faut pas oublier que le président de la République, par son pouvoir de décréter, peut faire et défaire des carrières, mais aussi des positions. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission, Objection qui reçoit à Momar Thiam, il est conseiller en communication et président du groupe HEIC, Haute Études en Information et Communication. Alors, Momar Thiam, on a parlé justement de cette victoire du président Bassirou Diomaye Faye, mais aujourd'hui, il y a l'autre côté. Je veux parler de Amadou Ba, l'avenir de Amadou Ba. Quelle perception et quelle lecture avez-vous justement de l'avenir de cet homme qui était aussi du combat, qui s'est battu et qui a fini par récolter 35,79%. Oui, mais finalement, quel avenir pour cet homme? Non, mais d'abord, il faut dire une chose, c'est que Amadou Ba ne doit pas rougir, si je puis m'exprimer ainsi, pour son score. Parce que quand même, pour une première participation à une présidentielle, pour quelqu'un qui, à l'origine, ipso facto, n'est pas un politique, mais qui a derrière lui une machine politique qui, pour certains, à tort ou à raison, qu'il n'a pas assez soutenu, faire un score quand même à 35%, c'est déjà quand même quelque chose. Donc, il n'a pas à rougir de cela, si je puis m'exprimer ainsi. Première chose. La deuxième chose, moi, je pense qu'en tant qu'observateur, Amadou Ba est entré très tard dans cette compétition électorale. Il avait deux handicaps. Le premier handicap, c'est que d'abord, il était Premier ministre, donc devant coordonner l'action gouvernementale, si vous vous souvenez très bien. Oui, on en a parlé ici, les visites économiques. Tôt, et j'avais dit qu'à mon sens, qu'il fallait qu'il se départisse de son costume de Premier ministre pour être un candidat à plein temps et s'affirmer devant l'opinion. Ça, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Pour moi, ça a été quelque part une erreur. Oui, un fardeau. Un fardeau. Le deuxième fardeau, c'est que j'estime, ça c'est mon analyse, qu'il a manqué de courage politique au moment où le président de la République a pris un décret abrogeant le décret qui convoquait le corps électoral. En tant que Premier ministre et étant candidat, et compte tenu, à tort ou à raison, de tout ce qui se disait entre le soutien ou non du président, ou même une partie du Benno Bokk Yakaar, il pouvait prendre son courage à deux mains, démissionner, aller affronter le corps électoral. C'est-à-dire, s'il démissionne, il prend date avec les électeurs, avec l'opinion sénégalaise, il démissionne et il est candidat à part entière. Peut-être pas de Benno, parce que c'est Benno qui l'avait choisi. Il peut y avoir peut-être des soubresauts de dernier moment. Sous son identité propre. Mais sous son identité propre, c'est-à-dire s'affirmer en tant que candidat de manière intégrale. Et c'est là, je pense, qu'il a manqué de courage politique. Et ces voilà deux occasions, à mon sens, qu'il a ratées, qui l'ont affaibli davantage, à côté de ce qui se dit, comme quoi le président ne l'a pas assez soutenu, les apparatchiks de Benno Bokk Yakaar ne l'ont pas assez soutenu, et finalement, quel avenir? Mais quel avenir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'aucuns disent qu'il faudrait qu'il soit encore à Benno et être le leader de l'opposition. Mais Benno a un patron, c'est Macky Sall. C'est le président Macky Sall, le président sortant. Est-ce que le président Macky Sall voudra que ce soit Amadou Ba, compte tenu de cette défaite, soit demain le porte-drapeau de l'opposition à travers Benno ou de ce qu'il en resterait? Parce que certains disent qu'il y en a qui vont quitter le navire. Ou à la limite, fort de ce taux, de ce score de 35%, mais allez prendre son courage à deux mains, parce que vous n'êtes pas sans savoir, Bayoumar, qu'un pouvoir, cela ne se donne pas. Il faut aller le chercher, quelquefois il faut l'arracher. Ça ne se confie pas. Ça ne se confie pas, cela ne se donne pas. Le président Macky Sall, étant dans l'opposition depuis 2011, il a fallu qu'il s'affranchisse du PDS avec tout ce qu'on lui a mis sur le dos pour aller prendre son courage à deux mains et aller chercher le pouvoir, aller chercher le suffrage des électeurs jusqu'à être président de la République à deux reprises.
Mais pourquoi un Amadouba ne ferait pas pareil, sinon mieux? Parce qu'aujourd'hui, l'élection l'a révélé sous une certaine posture. À la limite, certains le martyrisent, en font un tout petit peu un martyr, parce qu'elle est victime de tout ce qui s'est passé. Il n'a pas été assez soutenu. On a vu la sortie de Oumar Sow, le conseiller du président, pour dire qu'il a été victime de traîtrise, ou d'autres voix s'élèvent pour dire que le président l'a quelque part plus ou moins sacrifié, entre guillemets. Je ne suis pas forcément de cet avis parce que, si vous voulez, c'est une cuisine interne qu'ils doivent, à mon sens, voir de plus près chez les vaincus, faire l'état des lieux pour pouvoir se projeter. Est-ce qu'il peut être leader de l'opposition? Oui, sauf que si Macky Sall demeure le patron de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, ce sera quand même un chantier gigantesque. Il a l'autre possibilité qui est de s'affirmer en tant qu'entité politique autonome, de monter son mouvement, de monter son parti, et fort de son score, et puis de travailler à la base. Il a 5 ans pour cela, et de faire de l'opposition constructive, et de s'affirmer davantage en tant que leader pour pouvoir prétendre en 2029. Mais justement, après avoir parlé du PASTEF et d'Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye, oui, maintenant, Amadouba, il reste, oui, le président Macky Sall. Le président sortant, qui n'a pas pris part à l'élection aujourd'hui, mais a adopté justement une pratique et un comportement. Quelle perspective pour cet homme qui en a fini avec la présidence, mais qui reste tout de même un acteur politique, Momar Thiam, Macky Sall. Mais les perspectives peuvent s'ouvrir et s'ouvrent même pour le président de la République. On a dit d'ailleurs qu'au lendemain du 2 avril, il travaille dans les 4 P, je pense. Oui, c'est une institution qui s'occupe d'environnement et de paix. Et donc, il a du pain sur la planche. Il va avoir d'autres activités. Il ne va pas chômer. Non seulement il ne va pas chômer, mais à partir du moment où il reste le patron de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, jusqu'à preuve du contraire, il reste un acteur politique de premier plan. Certains disent qu'il a même, mais ça c'est des projections, qu'il a même l'intention de revenir en 2029. Mais ça, c'est notre pierre de manche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi demain sera fait. On n'en est pas encore là. Je veux dire que les chantiers sont tellement ouverts aujourd'hui que dire ce que fera le président sortant demain, il n'y a que lui qui le sait. Et peut-être ce sera un aboutissement de sa réflexion un peu plus profonde. Les prochains jours, semaines, mois ou années nous édifieront. Mais en attendant les actes qu'il a posés, on a vu cet accueil qu'il a réservé à Bassirou Diomaye Faye, au vainqueur, mais également à Ousmane Sonko. Oui, les dernières pratiques, les derniers actes posés par le président sortant Macky Sall vous inspirent quoi? 2 niveaux de lecture. Oui. Le président de la République était dans une dynamique d'image écornée par, si vous voulez, les décisions qu'il prenait pour le report des élections. Oui, mais ensuite, fermer les yeux sur certaines pratiques des personnalités de son camp, alors que c'est condamné pour les autres. Les libertés publiques, etc., la liberté de manifester, les emprisonnements tout azimut, tout cela a fait un conglomérat qui, en termes d'image, qui a déteint sur sa personne et que l'opinion le voyait quelque part comme, comme un personnage atypique, un personnage sans vergogne, un personnage qui renfrognait, un personnage qui en veut toujours et qui lâche pas, etc. D'ailleurs, il a toujours été dépeint comme ça, Macky Nyangal. Et aujourd'hui, qui sait qu'on est au bout d'un processus qui s'est normalisé parce que la démocratie sénégalaise a gagné grâce au peuple sénégalais qui s'est mobilisé pour dire non à la continuité, oui à la rupture, il faut bien qu'il y ait une correction en termes d'image qui peut passer que par la réception des vainqueurs à qui on tend la main, à qui on montre un tout petit peu l'espace qu'il va occuper pendant au moins 5 ans, et c'est une correction d'image. Ça, si vous voulez, c'est pour moi, c'est le registre politique. L'autre registre, d'un point de vue communicationnel, on a ce qu'on appelle en communication l'effet d'agenda. Un événement chasse son autre. C'est-à-dire, il se passe aujourd'hui un événement. Dans la minute qui suit, il y a un événement qui vient. On a l'impression que l'événement qui s'est passé il y a 5 minutes, il y a 5 heures, est relégué aux oubliettes. Et il veut aussi que l'on retienne pour la postérité
qu'il a reçu les vainqueurs de cette présidentielle, fussent-ils des adversaires politiques, qu'il a malmenés dans tous les sens, et qu'aujourd'hui, il leur tend la main. D'ailleurs, l'image où on voit l'actuel président élu poser sa main sur l'épaule de Macky Sall en dit long en termes de symbolique. Certains l'ont tourné en dérision, mais c'est une manière aussi de lui dire, mais ne vous en faites pas. Ça, c'est le cours de la vie, c'est la politique qui est peut-être ainsi faite. On a subi ça parce qu'on était dans le combat politique, mais nous ne sommes pas des ennemis. Symboliquement, du point de vue de la représentation, oui, c'est-à-dire là, telle image. Mais justement, du point, mais ça inspire un tout petit peu le calme après la tempête, la sérénité après les soubresauts, la réconciliation après les malentendus, etc. C'est l'image qu'on veut imprimer justement dans l'opinion. La preuve, ces images ont fait le tour du monde. Oui, et qui grandit, la démocratie sénégalaise. C'est la démocratie qui sort toujours grandie. Oui, toujours grandie, mais justement maintenant, on a vu les autres candidats, ce qu'ils ont reçu comme message en termes de résultats enregistrés durant cette élection. Du point de vue de leur perspective politique, reste-t-il pour ces candidats? Écoutez, si on voit le fossé grandissant entre le premier, c'est-à-dire le président élu, Bassirou Diomaye Faye, le second, Amadou Ba, mais après Amadou Ba, on a l'impression que c'est le désert. C'est le désert parce que les autres candidats, ils sont entre 2, 1 et 0,5%. Et pas des moindres. Vous avez l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Vous avez Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Mais quelle signification sur le plan politique? Mais cela veut dire... La recomposition, elle est de fait. Non, mais d'abord, moi, j'ai l'impression que cela révèle une chose de la part de l'électorat, c'est le renouvellement du personnel politique. C'est-à-dire un renouvellement et un rajeunissement. On a un président quand même qui a 44 ans. D'accord? Renouvellement et rajeunissement. Deuxième chose, c'est pas forcément les envoyer à la retraite comme certains disent, parce que ça relève plus de la caricature qu'autre chose. Mais c'est aussi leur faire comprendre que nous ne sommes pas dans le même registre de réflexion politique pour le bien de notre pays. Nous ne sommes pas dans des manœuvres, ou nous ne sommes pas dans des appartenances partisanes qui jusque-là édulcoraient un tout petit peu votre existant politique. Nous sommes dans le pragmatisme politique, c'est-à-dire dans le vote utile. Un changement de logiciel, politique. Oui. Et donc c'est à vous de nous adapter, à l'électorat, mais c'est pas à nous de nous adapter à vous et à ce que vous voulez, à vos perspectives politiques. Et évidemment, il y en a qui vont aller à la retraite, et d'autres encore ont l'avenir devant. Boubacar Camara, Anta Babacar Ngom, qui est la révélation de cette élection, et Monsieur Dia du PUR, etc. Parce que quand même, ils sont pas vieux, ils sont dans une jeunesse qui peut leur permettre, au bout de 5 ans, de revenir dans le terrain politique et électoral. Mais pour les autres, évidemment, c'est un peu le désert. Le désert, mais justement, de ce point de vue également, il y a questionnement. Questionnement sur un projet qui a été porté. Alors, des réformes sont attendues. Déjà, la lutte contre la corruption, le combat contre l'impunité, renégociation des contrats pétroliers et gaziers, une meilleure répartition des richesses, la monnaie, on en parle beaucoup. Autant d'exigences en termes de réformes qui sont très attendues. Le terme souveraineté, si on s'accorde sur le terme au premier degré, c'est d'abord être nous-mêmes et être maître de nous-mêmes et pouvoir prendre des décisions nous-mêmes. Un État prend des décisions en toute souveraineté. La souveraineté, c'est aussi le drapeau que l'on voit. La souveraineté, c'est avoir ses propres institutions et pouvoir décider en bonne conscience en rapport avec les besoins des populations. La souveraineté, c'est pouvoir discuter et mettre sur la table des arguments et attendre que l'autre mette sur la table des arguments et défendre ses arguments. C'est d'ailleurs le président, le général de Gaulle qui disait que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Être souverain, c'est aussi défendre ses intérêts. Parce que cette souveraineté, on en a encore plus parlé à partir du moment où on a fait état de la découverte du gaz, du pétrole et d'autres ressources pour ce pays. Et on a vu qu'il y avait des négociations pour des contrats avec de grands groupes pétroliers et certains ont pensé que ces contrats-là n'étaient pas
à la faveur du Sénégal. Décider souverainement, c'est faire aussi des contrats dans la durée qui profitent plus au Sénégal. Parce que c'est les autres qui sont demandeurs, ce n'est pas nous qui sommes demandeurs. Et donc, cette souveraineté-là, retrouvée, ou cette souveraineté où on est dans une phase de recherche, doit être aussi le socle de tout ce qui reste. Je veux dire par là, si aujourd'hui, on a des urgences, et Dieu sait qu'il y en a, et qu'un nouveau pouvoir arrive, il faut faire ce qu'on appelle la politique des actes forts. Et pour moi, dans l'appréciation que j'en ai, poser un acte fort, c'est poser un acte qui influe et qui impacte directement sur le quotidien des populations. On parle toujours du coût de la vie. Le coût de la vie, ça peut être la réduction des denrées du prix des denrées de première nécessité, la réduction aussi du loyer. Parce que souvent, on a vu qu'on avait une loi contre la cherté du loyer. On a vu ce que cela a donné et ça, on a même nommé une commission, mis en place une commission de contrôle qui s'est vue assaillie avec des dossiers, mais qui n'arrive pas à avoir les moyens de sa politique. Et je pense que dans le cas où le nouveau président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, s'inscrit dans la réduction des charges de l'État, à commencer par la nomination du gouvernement resserré. La taille du gouvernement. Taille gouvernement, une vingtaine de personnalités. Là, vous économisez quand même pas mal de ressources. La suppression des institutions comme le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil, etc., comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous permet d'épargner plus de 30 milliards. 39. Bon, sans compter quand même un élément qui est fort prépondérant, où il faudra avoir une réflexion assez aiguë et assez audacieuse là-dessus. Savoir taxer peut-être une partie du secteur informel qui engrange pas mal de ressources et qui ne paye pas des impôts. Une étude a été faite sous ce registre-là, pouvoir taxer une partie du secteur informel. L'État engrangerait au moins 10%, je dis bien 10%, c'est plus d'une cinquantaine de milliards à mettre dans les caisses de l'État. Et tout cet argent-là... Et la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. Et toutes ces économies-là pourraient servir... Équilibrer la répartition des richesses. Pourraient servir à subventionner les denrées de première nécessité et pouvoir réduire le prix. Mais pour cela, il faudrait aussi des procédures de contrôle. Non seulement il faudrait des procédures de contrôle, mais il faut aussi avoir derrière une véritable politique industrielle. Parce que nous avons de grands industriels. Au Sénégal, nous avons des champions dans tous les domaines, même dans le domaine de la consommation des produits courants. Et pouvoir les accompagner avec, à la clé, une véritable politique industrielle, pouvoir alléger aussi leurs charges, parce que c'est des sociétés qui embauchent pas mal de monde, et pouvoir leur permettre de contribuer à réduire leurs coûts pour les répercuter sur les prix aux fournisseurs. Mais pour cela, il y a un élément qui est aussi important, parce que vous pouvez avoir une bonne politique industrielle, mais si les coûts des industriels ne diminuent pas, vous ne pouvez pas avoir un retour, une réduction des prix. Et donc là, je m'adresse aussi au président de la République. C'est bien de réduire les coûts, les prix des denrées de première nécessité, mais c'est aussi bien de réduire le prix de l'énergie. Je veux parler de l'électricité, parce que vous avez des entreprises, de grands industriels, quand ils vous montrent leur facture d'électricité qui s'élève à plus d'une cinquantaine de millions, c'est à se demander quelquefois comment ils font pour vivre. Ils sont plus dans un processus de survie. Mais cette partie de la population, elle est aussi actrice, elle a sa part donc dans la cherté de la vie, mais aussi dans l'emploi, le besoin de trouver un boulot. Je parlais de cette jeunesse, mais ça a toujours été le handicap de tous les présidents de la République qui se sont succédés. L'emploi des jeunes. Moi, je préfère qu'on dise l'emploi que de dire l'emploi des jeunes, parce qu'il y a aussi les seniors, quelquefois, qui sont capables de travailler et qui sont au chômage, et souvent qui ont des familles à nourrir. La question de l'emploi. On va dire la question de l'emploi. Quand je parle de la mise en place d'une véritable politique industrielle, mais c'est un des éléments d'une véritable politique économique qui fait part aussi belle aux petites et moyennes entreprises, mais aussi tout secteur confondu, pas uniquement les entreprises qui sont dans la production de biens et services ou dans la production de produits de consommation courante.
c'est le secteur privé qui embauche en majorité. L'État, à travers ses institutions avec des concours, embauche très peu. À moins que l'État, dans un élan de jacobinisme, se dise, bon, je vais créer par exemple l'agence, comme ça s'est fait, l'agence de sécurité de proximité, je vais embaucher les jeunes. Mais est-ce que ce sont des emplois qui sont viables? Est-ce que c'est des emplois qui sont évolutifs? C'est à se poser des questions. L'État met en place les conditions pour favoriser l'emploi. L'État met en place des mécanismes pour permettre aux entreprises, notamment le secteur privé qui travaille, de trouver le moyen ou d'avoir l'opportunité ou le besoin d'embaucher. Mais si cela ne se fait pas, cela veut dire que l'État a failli dans ce sens-là. Et donc, cela suppose une véritable politique économique, industrielle, une politique entrepreneuriale pour favoriser, en tout cas, l'emploi des jeunes et l'emploi même des seniors dans certains secteurs, et cibler justement les secteurs porteurs d'emploi, les secteurs de tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, tout ce qui est lié à l'énergie, je veux parler du pétrole, du gaz, etc., mais tout ce qui est lié aussi aux services. Nous avons aussi d'autres niches d'emploi en matière de tourisme. On a quand même plus de 10 km de côte. Et on a vu que les hôtels, les réceptifs poussent comme des champignons. Alors, mais dans ce cas-là, il faut favoriser et faire des efforts dans la formation professionnelle, mais aussi la formation des cadres dans ces niveaux, à différents niveaux, pour permettre aussi à ces entreprises-là, avec des facilités derrière, et notamment facilités fiscales, de pouvoir embaucher. Alors oui, l'agenda est connu. Le 2, c'est la passation de service. Le 4, c'est la fête de l'indépendance pour une levée des couleurs. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État sont annoncés justement pour marquer de leur présence et rehausser cette fête du 4 avril. Aussitôt après, oui, le travail commence. Quels doivent être les 3 premiers actes que devrait poser le président Diomaye? Moi, je pense que, évidemment, ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est que M. Diomaye Faye a été élu et de manière fort appréciable. C'est un jeune président qui a 44 ans, polygame de surcroît. Et c'est un président qui est un peu à l'image de notre pays et de sa population. Et pour ça, c'est la symbolique, elle est forte quand même. La forte présence éventuelle de chefs d'État, c'est aussi la marque d'une attention particulière par rapport à notre pays, mais aussi, c'est une espèce de curiosité politique que de venir voir comment le Sénégal se comporte et quel est ce président dont on parle, qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir. Le président de la République aura fort à faire. Les premières mesures auront le pesant d'or. Le président François Mitterrand disait, au lendemain de son élection en 81, il disait à Pierre Mauroy, qui était son Premier ministre, on a gagné, mais aujourd'hui, les ennuis commencent. Et je ne peux pas prédire que les ennuis vont commencer pour le président Bassirou Diomaye Faye, parce que je pense que s'il nomme un Premier ministre et qu'il se met dans la droite ligne de la définition qu'il a donnée de la constitution de son gouvernement, compétence et vertu, rigueur et vertu, et que ce soit un gouvernement resserré, c'est déjà un signal fort. Ensuite, un gouvernement qui se met tout de suite au travail en s'attaquant au coût de la vie, parce que c'est ça qui impacte directement sur le quotidien des Sénégalais. Là, il peut envoyer... Avec comme maxime la vérité. Non seulement la vérité, mais la transparence. Parce qu'on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures, qu'il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, et ceux qu'on manipule. Et là, jouer de la transparence, ce n'est pas uniquement une question de communication. Parce qu'en matière de communication, on procède quelquefois par construction. On essaie de vous diriger là où on veut, où vous allez, ou ce qu'on veut que vous voyez. C'est faire de la communication publique. La communication publique, ce n'est pas forcément de la communication politique. La communication publique, c'est prévenir, c'est informer, prévenir, faire adhérer et faire prendre conscience. On a fait pour ce qui est pour les accidents de la route, la sécurité routière, on a fait pour les maladies sexuellement transmissibles. On doit en faire aussi pour ce que l'État fait et ne fait pas. Dans certains pays,
on fait même des spots pour permettre à l'armée d'embaucher ou de recruter des gens. On fait des spots pour faire comprendre ce qu'endurent les femmes sur tout ce qui concerne les violences, etc. aux femmes. On a fait, mais il n'y a qu'au Sénégal. On a l'impression qu'on fait de la communication publique que quand c'est occasionnel. C'est événementiel. Quand c'est événementiel. Momar Thiam, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ça a été encore une fois un plaisir. Permettez-moi aussi de souhaiter un prompt rétablissement à l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne et surtout de présenter mes condoléances à la famille de Mamadou Yatassaye qui nous a quittés à la veille de cette élection présidentielle. Que le bon Dieu le gratifie de sa grâce et de sa miséricorde. Allahumma amin. Merci encore une fois, mesdames, messieurs. Place à El Hadji Malick Ndiaye qui vous présente Dianobi et son invité. Avant de finir, souhaiter une joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Très bonne suite de programme sur la 98.5. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé